Yorana, bienvenue au FIFO 2022, bienvenue dans ce cycle de masterclass inspirantes avec des professionnels à l'international. Aujourd'hui, nous allons parler du documentaire d'auteur avec Chantal Steinberg. Chantal, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous étiez membre du jury du FIFO en 2016. Vous êtes la directrice de l'école documentaire de l'USAS. L'USAS, c'est le village du documentaire. C'est la Mecque du film documentaire, comme on dit, où chaque année, une communauté de croyants se donne rendez-vous. Et c'est ces gens qui croient au documentaire de création, au documentaire d'auteur. L'USAS, c'est une sélection pointue de films exceptionnels, avec des expériences du regard, une route du doc qui nous emmène découvrir des pays et des documentaristes de pays européens et internationaux. C'est des rencontres professionnelles, c'est des séminaires pour réfléchir au présent et à l'avenir du documentaire et du cinéma. Et aujourd'hui est un jour triste, hélas, car Jean-Paul Roux, le maire de l'USAS, le maire de ce village du documentaire, nous a quittés, vous a quittés. Et on va peut-être commencer par dire un petit mot sur Jean-Paul, sur son combat, sur tout ce qu'il a fait pour Ardèche Images et l'USAS. Merci beaucoup Ratisha, merci de m'avoir conviée à ce magnifique festival une fois encore. Je regrette d'être loin et non pas en présence comme il y a quelques années. Je garde un souvenir absolument bouleversant non seulement de la qualité du festival et de la variété de ce que vous pouvez y voir, mais bien sûr de l'accueil que vous savez offrir. Et donc, voilà, donc je garde un très très fort souvenir. Et je vais enchaîner peut-être sur cette notion d'accueil, parce que je crois qu'elle est d'une certaine façon au cœur de ce qui nous rassemble et ce qui nous unit, notamment ce peuple du documentaire, comme on l'appelle parfois, et dont Jean-Paul Roux, donc le maire de l'USAS, était un artisan absolument essentiel. Cet homme a été maire de l'USAS pendant 35 ans. C'était un paysan qui était fier de l'être, qui était fier de donner à manger à ses semblables en travaillant la terre, et qui en même temps a su faire de ce village un peu plus que lui-même, c'est-à-dire en faire une terre non seulement où l'on peut vivre et vivre bien, mais aussi où l'on peut rencontrer, échanger et au fond s'étendre au-delà des frontières à travers cette expérience de partage essentiellement qu'est le cinéma documentaire. Et ce qu'il a fait là, il l'a fait donc en alliance, en complicité absolue avec Jean-Marie Barbe, qui est, je dirais, le visionnaire, le créateur, sans lequel toute cette aventure évidemment n'aurait pas été possible. Mais c'est vraiment l'alliance des deux. C'est grâce au pragmatisme et au sens politique extrêmement, au sens plus noble du terme, que l'utopie, le rêve de Jean-Marie ont pu s'ancrer dans une terre et dans ce village de l'USAS qui est notre village à tous, justement. Voilà, donc je voulais lui rendre hommage. Il a été enterré aujourd'hui. Je n'ai pas pu être là-bas, mais ils étaient des milliers et je sais que nous allons porter cette blessure pendant très longtemps. Voilà. Et porter son combat aussi, qui doit continuer. Son combat, c'est un véritable enjeu aujourd'hui, parce que à lui seul, il tenait face évidemment à un monde pour qui, je dirais, la gratuité du geste cinématographique et artistique, ce que ça implique au fond, ce que ça implique par rapport au prêt à penser, au prêt à former qu'on nous impose de plus en plus, c'est quelque chose qui n'est pas, malheureusement, qui posait problème à certains. Donc il a dû faire face à beaucoup d'attaques, à beaucoup de difficultés, et il n'a pas pu finalement triompher de ça d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, ce combat et cette
je ne dirais pas cet édifice, parce que justement, ce qui a été construit là-bas, c'est pas, même si on a réussi à obtenir, grâce à lui, un magnifique bâtiment il y a quelques années, c'est pas du tout une forteresse, c'est pas un empire, c'est quelque chose de fragile, comme le sont toutes les utopies, et c'est pour ça que seul l'engagement des personnes, au fond, peut faire que ça continue d'exister. Euh, je crois que la question, on va parler peut-être après de la question du formatage par rapport au documentaire et au cinéma. Le formatage, il ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'il est partout dans nos vies, et je crois qu'il est, au fond, je ne veux pas paraître un peu grandiloquente, mais qu'il est important que chacun d'entre nous, là où nous sommes, prenions la mesure de notre pouvoir aussi sur ce qui nous semble nous être imposé et contre quoi nous ne pourrions rien. Là, on peut des choses, on peut faire autrement. Voilà. Les Jean-Paul Roux et Jean-Marie l'ont démontré pendant 40 ans, et j'espère que les jeunes qui sont passionnés, qui viennent chaque année à l'USAS découvrir des films et partager cette expérience, continueront ce combat. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de ces documentaires que Jean-Paul et Jean-Marie défendent et que vous défendez à l'USAS, aussi bien au festival qu'à l'école de cinéma. Un documentaire d'auteur, d'autrice, c'est une terminologie, une notion que les anglo-saxons nous envient. On peut peut-être commencer par définir ce que c'est. C'est quoi un documentaire de création? C'est quoi un documentaire d'auteur ou d'autrice? Alors, j'ai beaucoup de mal à répondre. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. J'y ai réfléchi avant l'entretien, bien sûr. En réalité, j'ai envie de dire ce que ça n'est pas, ou plutôt que, a priori, tout documentaire, c'est-à-dire tout film documentaire, puisque on part du principe que le documentaire n'est pas une sorte de sous-genre. On entend parfois des gens dire mais c'est un film de cinéma ou c'est un documentaire, hein, parce qu'il y a cette habitude de voir des propositions audiovisuelles qui documentent sur un certain nombre de choses à la télévision, mais qui semblent invisibles au fond dans leur forme, qui semblent transparentes, et donc qui ne seraient pas du cinéma. Or, on le sait, le cinéma lui-même est né documentaire, hein, parce que date sa naissance, disons, des Frères Lumière et de la sortie d'Usine. Or, peu à peu, sous la pression d'une certaine, je dirais, du marché, pour dire les choses très, très grossièrement, et de l'organisation, notamment de la télévision, on a évacué cette notion du documentaire comme un geste artistique et cinématographique. Donc, parler de documentaire d'auteur, c'est au fond revenir à cette identité-là, en essayant d'intégrer une extrême variété de possibles et de propositions. C'est-à-dire que on a longtemps pensé que le documentaire d'auteur, ça voulait dire l'auteur s'affirme bien sûr dans son film, mais il y a eu toute une période où on a vu notamment à l'USAS beaucoup de films où on les appelait les moi-je, hein, et tout à coup le réalisateur prenait la parole, prenait la place du narrateur, et ou bien racontait sa propre histoire, ou en tout cas affirmait sa présence de manière extrêmement forte. C'est une des manières de raconter le monde, mais évidemment, c'est pas parce qu'on dit moi-je qu'on est dans un documentaire d'auteur. Je crois que ce qui est très très fondamental, c'est de trouver la forme de son film, la forme de son écriture cinématographique la plus appropriée, la plus juste pour le chemin qu'on va, ou le terrain qu'on va aller explorer. Et donc ça peut prendre plein de formes différentes, c'est-à-dire qu'un entretien comme celui de Jean Eustache avec sa grand-mère, ce qu'on appelle dans une forme qui peut s'apparenter à celle des entretiens télévisuels, c'est un grand film de cinéma. Un film de Claudio Pacienza où le réalisateur va
se créer son propre personnage pour aller interroger la société qui l'entoure, c'est aussi un cinéma, c'est aussi un film d'auteur. Donc, c'est la variété et l'engagement, je dirais, dans une proposition cinématographique, dans une écriture cinématographique singulière et propre à la réalisatrice ou au réalisateur qui l'assume, qui définit ce genre pour moi. C'est laisser la place à un regard très personnel, à un parti pris, un parti pris, mais un parti pris qui est un parti pris qui cherche cinématographiquement à s'affirmer. Je vais vous donner un exemple, peut-être, enfin, en creux. J'ai une étudiante l'année dernière, une fille formidable, qui n'avait pas fait de film auparavant, puisque pour rentrer à l'école de Lussas au master, il n'est pas obligatoire d'avoir suivi un cursus cinématographique. Peut-être on y reviendra. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est arriver avec un projet de film, avec un désir de film. Et ce film, parallèlement à toutes sortes d'exercices et de confrontations avec les questions de réalisation, il va être interrogé pendant toute l'année. Et on va essayer d'identifier ce qui fait la nécessité, au fond, de ce film, pour la personne qui le porte. Et cette jeune femme, elle avait travaillé à Calais, dans ce qu'on appelait à l'époque la jungle, qui a été démantelée après. Elle a rencontré une jeune femme qui, après le démantèlement de la jungle, accueillait chez elle, dans sa maison, des réfugiés avec qui elle partageait la vie. On va expliquer, excuse-moi Chantal, on va expliquer que la jungle de Calais, donc c'est un endroit où étaient parqués des réfugiés, des migrants, pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà, les gens réfugiés qui passaient par là en espérant pouvoir rejoindre l'Angleterre et qui ont vécu pendant des années dans une sorte de bidonville à ciel ouvert où ils avaient réussi à s'organiser néanmoins, mais qui finalement a été démantelé très brutalement. Et donc cette jeune femme, très jeune, avait décidé d'ouvrir sa maison à quelques-uns d'entre eux, et la réalisatrice souhaitait traduire par son film ce geste d'hospitalité qu'elle allait filmer. Et elle se posait des questions précisément de comment je filme ça. Est-ce que je vais filmer les personnes, est-ce qu'elles vont être dans le champ, hors champ? Est-ce qu'il n'est pas plus important de faire exister cette maison sans dévoiler, disons, l'anecdotique ou le quotidien de leur présence? Comment est-ce que je filme l'hospitalité? Comment est-ce que je trouve les moyens cinématographiques de rendre compte de ça? Voilà. Donc c'est ça pour moi le travail d'un cinéaste d'auteur. C'est pas facile. Je suis pas sûre qu'elle est déjà trouvée, mais en tout cas, c'est à chaque instant se poser la question: où est-ce que je mets la caméra? Comment est-ce que je vais travailler le son, le hors-champ? Comment est-ce que je vais faire entrer ou non le personnage dans le champ, etc. etc. C'est à la fois le fond, c'est la forme, c'est l'esthétique et l'éthique. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, et précisément un film qui réussit quelque chose de ça permet d'évacuer ces différences. C'est-à-dire que le film tout entier porte à la fois cette intention première, ce désir, mais il la porte dans une forme qui lui est propre et qui est au fond, qui n'est réductible à aucune autre. Là. Évidemment, on réinvente pas le cinéma à chaque fois, et ce qui est important pour nous au sein de l'école, par exemple, c'est que les jeunes gens qui viennent puissent avoir accès à vraiment au patrimoine cinématographique qui les précède et à toutes ces formes d'écriture qui s'inscrivent dans une histoire qui, à un moment donné, sont peut-être figées, sont devenues académiques alors qu'elles n'étaient pas à une autre époque, etc. Donc c'est vraiment s'immerger dans un pays qui est celui du cinéma. Il y a une définition qui est de vous et qui pour moi explique bien et résume bien justement cette question du documentaire d'auteur. C'est un film qui ressemble à la part secrète de l'auteur, du réalisateur. Alors c'est vrai, oui, c'est vrai que souvent on est toujours étonné de voir à quel point, notamment pour par exemple les films de fin d'études des étudiants de l'USAS,
qui sont des films faits dans des conditions vraiment, enfin, avec très peu de temps, des moyens très modestes, toujours dans une espèce d'urgence, qui sont arrachés au temps, je dirais, alors qu'on sait que le documentaire a besoin de temps pour s'inscrire. Bah, néanmoins, nous, on travaille dans l'urgence et pourtant, on est toujours étonné de voir à quel point, quels que soient les thèmes, les sujets, les terrains sur lesquels ils vont, ce sont des autoportraits qui apparaissent en filigrane. Donc c'est un peu mystérieux de dire ça, parce que mais il y a quelque chose qui est porté par la personne, parce qu'elle est, ce qui la constitue un peu d'irréductible, qui transparaît dans le film, sans qu'elle ait besoin de dire moi je, ou bien c'est mon ressenti, hein, comme on l'entend depuis aujourd'hui. C'est bien plus complexe que ça. Alors sans dire moi je, sans dire moi je, est-ce que c'est important, quelle est l'importance de dire d'où l'on parle, d'où l'on filme? Alors ça, c'est essentiel, évidemment, hein. Tu poses la bonne question, puisque d'une certaine façon, ce qui définit le documentaire par opposition, par exemple, au reportage ou au travail journalistique, c'est que on ne fait pas semblant d'être objectif, on sait qu'on ne l'est pas, on n'affirme pas, et tout le monde sait qu'on ne l'est pas, c'est-à-dire y compris les journalistes. Mais je dirais que, enfin, je dis les journalistes, c'est pas une attaque contre eux en soi, mais c'est cette idée qu'on pourrait avoir simplement que le réel allait nous donner la vérité sur la situation, on allait la prélever et que dans ce prélèvement, il ne se passait rien d'autre que la vérité. Ça, on sait évidemment que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, j'ai une petite phrase que je vous dirais tout à l'heure, que j'ai retrouvée là de Jean-Louis Comolli, qui me paraît très essentiel par rapport à ça. Le documentaire, il assume qu'il va affirmer un point de vue sur le monde qu'il tente de révéler, et que ce point de vue, il est celui d'où il parle, c'est-à-dire qu'il a pris position d'une certaine façon dans le monde pour pouvoir le regarder et le montrer. Voilà. Alors c'est pas une question de légitimité, c'est-à-dire que je pense que toute personne peut légitimement filmer le monde et d'autres mondes et d'autres personnes extrêmement différentes de lui. Au contraire, le documentaire, c'est un espace de rencontre où des gens d'ici vont filmer des gens d'ailleurs et nous les rendre proches. Mais néanmoins, on ne fait pas semblant de ne pas être là. C'est-à-dire que quelque chose entre celui qui filme et celui qui est filmé est affirmé. La relation, ce lien qui va se déployer dans le film, il n'est pas gommé. Voilà. Je réponds. Oui, oui. Je pensais, j'évoquais ça parce que c'est des discussions qu'on a aussi ici beaucoup hein, au FIFO. Tu sais que c'est un festival où on peut faire émerger une parole qui est aussi une parole autochtone dans une région qui a beaucoup été racontée par les autres, par les découvreurs, et qu'on se pose de plus en plus cette question de voilà de la conscience de quand on arrive d'ailleurs et qu'on vient filmer quelque chose, ou quand on est d'ici, de qui on est. Et c'est cette personne-là, ce qui on est, qui filme. Et donc, c'est ce qui on est avec son point de vue, avec ses connaissances ou ses méconnaissances, avec son imaginaire et ses a priori. Voilà, c'est toute cette question-là aussi. Bien sûr, et en creux, il y a évidemment toute cette histoire d'une partie du monde qui n'a pas eu accès à sa propre possibilité de se représenter. Hein. La capacité de représentation a été empêchée, disons. Hein. Et il y a eu tout un travail, bon, alors je ne veux pas surtout parler du SAS, mais c'est vrai que parmi les actions qu'a mis en place Jean-Marie, il y avait toute une série de rencontres et de propositions de formation qui ont débuté d'abord en Afrique de l'Ouest et puis un peu partout dans le monde, précisément pour permettre
aux personnes qui vivaient là-bas et dont les images avaient été d'une certaine façon, je ne trouve pas le terme, mais confisquées par l'autre monde, de produire leurs propres images et leurs propres récits sur leur propre histoire. Ce qui n'est pas une chose ni facile ni évidente, parce que disons, les schémas dans lesquels on s'inscrit, ils sont d'autant plus puissants qu'ils ont été imposés de l'extérieur. Donc, s'en débarrasser, ou en tout cas trouver sa propre forme. Hein, parce qu'à nouveau, je pense que ce n'est pas juste une question de contenu, de dire, d'exprimer, de manifester une parole, mais c'est de trouver la forme qui va lui rendre, la rendre vivante et lui permettre de ne pas sombrer dans le, voilà, dans le prêt-à-dire. Alors, on va parler de la forme après, parce que c'est intéressant de savoir justement aussi quelles sont les nouvelles formes qui émergent et qui apparaissent dans le documentaire. Mais je voudrais parler un petit peu de l'école et du master, de l'école dont tu es la directrice. Qu'est-ce que vous leur enseignez à vos étudiants de master? Alors, pas au niveau du programme, mais qu'est-ce qui pour toi est important de transmettre à ces étudiants et qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre pour faire? Alors, c'est une vaste question. Je dirais que ce qu'on leur propose, c'est un espace et un temps d'expérimentation, essentiellement. C'est-à-dire, s'il fallait définir l'école, mais je dirais que c'est d'abord une sorte de laboratoire, un lieu où, avec les autres, c'est-à-dire à la fois le groupe de camarades, d'étudiants ou de stagiaires et les personnes qui viennent travailler avec eux, on expérimente au fond qu'est-ce que c'est que l'acte de réalisation. Qu'est-ce que ça met en jeu, c'est-à-dire à chaque fois, évidemment, la question de la place, la question de la rencontre avec l'autre, la question... Il n'y a pas une bonne manière de filmer, hein. On est évidemment notre difficulté, c'est qu'on n'a aucune recette à transmettre, mais néanmoins, on essaye de leur permettre d'accéder à quelque chose, comme on disait tout à l'heure, qui leur est propre. C'est-à-dire qu'à partir de toutes ces formes diverses de films et de propositions dans lesquelles ils sont immergés, hein, parce qu'on a, grâce à Jean-Paul, on avait accès à la salle de cinéma du village, et donc tous les jours, ils pouvaient aller voir tous les films dont ils avaient envie, grâce notamment à un centre de ressources qui existe aussi à l'USAS. Et à partir de tout ça, et de leur confrontation à des exercices filmés, c'est-à-dire que c'est dans le cas du master, ils font 3 films en à peine 7 mois, dont un film collectif, ils se coltinent cette question-là, et ils se la coltinent toujours dans un mouvement, je dirais, réflexif, c'est-à-dire je vais sur le terrain, je vais filmer, je suis une intuition, et puis je reviens et j'essaye de comprendre de quoi cette intuition au fond est faite et comment je peux la mettre en acte. Je dis intuition ou intention, ça dépend des fois, mais en tout cas, c'est véritablement ça qu'on essaye de leur apprendre. En tout cas, c'est à ça qu'on essaye de les confronter. Et toujours dans un aller-retour entre une réflexion très personnelle, très introspective, je dirais, et une mise en commun avec le regard de l'autre. Est-ce que vous notez une évolution des spécificités ou de nouvelles singularités dans la façon justement de filmer le monde, de filmer le réel? Alors c'est complexe. Chez les jeunes. Oui, alors bon, évidemment qu'il y a l'affluence d'Internet et d'une pratique, disons, beaucoup plus développée, d'une autonomie beaucoup plus développée des jeunes par rapport aux outils, disons, de captation du monde, hein, c'est-à-dire qu'ils ont tous pratiqué, mais même nous, le téléphone portable, comme objet
audiovisuel, on va dire. Néanmoins, alors, et donc, il y a un rapport. Alors, moi, je ne sais pas si je dirais qu'il y a des manières différentes de filmer. Ce qui est très différent, sans doute, c'est le rapport à l'histoire de ce qui les précède. C'est-à-dire qu'à la cinéphilie, par exemple, aujourd'hui, il y a des étudiants qui connaissent énormément de films, qui ont vu beaucoup de choses, mais qui les ont vus de manière, je dirais, dispersée, presque aléatoire, au hasard de leur découverte sur Internet, par des réseaux d'amis, mais en tout cas, l'idée que ça fait histoire, comme ça pouvait faire pour nous, n'est plus opérante. Donc, il y a une sorte d'éparpillement, je dirais, d'une certaine façon, qui parfois est extrêmement vivace et très intéressante. Il y a une réaction toujours contre des formes qu'ils jugent être des formes figées de la télévision, même si 90% d'entre eux ne la regardent pas. Et donc une approche je dirais qu'il y a une très grande... ils sont très très attentifs ces dernières années aux questions qui traversent la société, c'est-à-dire aux questions de domination, aux questions de genre, enfin tout ce qui vraiment est à vif dans cette société et qui est relayé beaucoup par les médias. Ils en sont complètement investis et ils ont peur de mal faire avec le cinéma par rapport à ces questions-là. Voilà. Je pourrais dire ça. Et donc, ce qui nous revient, c'est de leur... en tout cas, c'est de leur donner confiance et de leur dire qu'ils peuvent y aller et qu'ils ne sont pas, dès l'abord, supposés coupables. D'accord. La création documentaire explore de nouveaux territoires. Il y a des documentaires sonores, interactifs, il y a des séries documentaires, la réalité virtuelle, dans les jeux également. Il y a aujourd'hui, je pense à Californium, qui est un jeu vidéo sur l'univers de Philippe K. Dick. Est-ce que dans ces genres-là, je crois qu'il y a aussi du documentaire au théâtre, est-ce que dans ces genres-là, il y en a un qui attire en particulier ton attention? Écoute, je vais te dire franchement, je suis assez peu, comment dirais-je, je connais pas grand-chose, notamment à tout cet aspect sur les jeux vidéo, hein, j'avoue. J'ai pas le sentiment que c'est quelque chose, en tout cas pour les étudiants qui viennent à l'USAS, qui les retiennent. Je pense qu'ils sont évidemment plus en fait que moi, mais ça ne transparaît pas pour le moment, en tout cas, dans leur propositions. C'est des choses, ils sont encore vraiment dans des parcours, sinon classiques au sens, mais en tout cas, bien sûr, ils peuvent être intéressés par l'utilisation d'images virtuelles ou par beaucoup, souvent, le travail sur les archives. Mais ce qu'on essaye, nous, de ne pas privilégier, je dirais, c'est la question du genre. C'est-à-dire que il me semble que les questions de genre, comme ça, qui sont plus ou moins à la mode à un moment donné, en fait, sont des questions de production, sont des questions de diffusion et relèvent du champ économique plus que du champ, je dirais, artistique. Et donc, je vais rester un peu à côté de la question parce que il ne me semble pas, enfin, ça fait ça fait des années qu'on parle de nouvelles images, par exemple. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, de nouvelles images. Il y a de nouvelles, je dirais, possibilités techniques qui ont toujours été essentielles à la transformation et à l'évolution des formes. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les moyens, les nouvelles images comme ça, liées au net, constituent véritablement une source de renouvellement esthétique
en soi, je ne saurais pas le dire. Je ne suis pas sûre. Voilà. Mais je pense que il y aura sans doute des grands artistes pour le démontrer. Mais à ce jour, on fait avec les matériaux qu'on a et quand même, je crois que comment dirais-je, un des terrains du documentaire, c'est d'aller voir du côté du vivant et de ce qui est présent dans le monde, voilà, encore. Et de voir comment, par exemple, c'est menacé, ou comment. Et ça, bien sûr qu'après, tous les moyens, je dirais, il y a beaucoup, il y a énormément de. L'animation prend beaucoup de place dans le documentaire actuellement, parfois tout à fait judicieusement, parfois moins. La question reste vraiment comment filmer et pourquoi. Et comment raconter la complexité Oui, du monde. Ouais. bien sûr, bien sûr. Alors, il n'y a peut-être pas de nouvelles images, mais est-ce qu'il y a de nouveaux enjeux dans le documentaire? Et quand je pense aux enjeux, je pense aux enjeux esthétiques, éthiques, culturels, économiques aussi aujourd'hui. Alors, évidemment, on est dans, alors, bon, en tout cas, en France, on est quand même très privilégié. On a été très privilégié pendant longtemps parce qu'il y a encore un soutien économique réel du côté des pouvoirs publics et particulièrement de l'État, du CNC. Enfin, bon, grâce au CNC étant quand même une institution qui est née de la résistance, hein, enfin, de cette époque-là, et qui est encore heureusement active. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est notamment le rôle des télévisions. Alors là, on parle à nouveau du documentaire dit de création, hein, et le rôle de la télévision dans le soutien à ces formes-là, qui a été très très active à une époque, en tout cas jusqu'aux années 90 au moins, voire un peu plus tard, et notamment avec voilà, des chaînes comme Arte et l'unité documentaire de Thierry Garel. Il y a toute une génération de cinéastes qui ont pu affirmer leur singularité et en vivre, je dirais, à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile. Je pense que, voilà, et il y a de moins en moins de gens qui peuvent vivre de ce métier. Ils survivent souvent grâce au système de l'intermittence. Et le documentaire, il cherche sa place. Et donc, notamment grâce enfin, sur de nouveaux espaces comme celui des plateformes numériques, comme celui de Tunk. Alors, je peux pas faire un nouveau de ramener toujours notre histoire, mais c'est vrai que là encore, devant je dirais, cette démission des télévisions, y compris des télévisions publiques, qui ont peu à peu imposé au documentaire un formatage, alors on va dire, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une manière de raconter les choses, et puis le grand public ne va pas comprendre si on ne met pas le son et l'image en même temps et si on ne souligne pas l'un par l'autre, alors que le cinéma, c'est justement cette distance, cette dichotomie, notamment entre le son et l'image possible. Donc, face à ça, il y a eu notamment le lancement de cette plateforme Tunk qui est dédiée strictement au cinéma documentaire, de création, d'auteur, enfin tout ce qu'on a essayé de définir là, et qui n'est pas seulement l'idée de Jean-Marie lorsqu'il a lancé ça, c'était justement non seulement de créer un espace de diffusion, mais un véritable espace pour une nouvelle économie de ce documentaire-là, c'est-à-dire de devenir un acteur de coproduction. Ce qui a été le cas, ce qui est encore le cas, ce qui a été donc Tunk a été reconnu par le CNC comme en capacité de devenir un acteur de coproduction. Je ne vais pas rentrer dans les détails hein, parce que c'est assez complexe, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 90% des films documentaires de création qui se font en France se font grâce à ce qu'on appelle une télévision locale et à un système, disons, où le CNC va abonder
cet engagement très très fragile économiquement des télévisions pour qu'un film se fasse et permette quand même à ces acteurs, des réalisateurs et techniciens de vivre le temps du film. Voilà. Et la plateforme Tog est entrée dans ce système-là. Aujourd'hui, c'est une économie extrêmement fragile, donc c'est un moment de crise à nouveau. Il va falloir prendre des directions, c'est-à-dire continuer, au fond, l'enjeu, c'est comment continuer d'assumer une ligne éditoriale et un choix de films qui valorise ces films presque invisibles, on dira, hein, qui sont visibles qu'en festival, et la possibilité de quand même trouver l'économie de cet enjeu-là. C'est très compliqué en ce moment. Et pour moi, c'est véritablement l'enjeu, parce que, Punk ou ailleurs, hein, mais en tout cas, comment faire des alliances entre différents champs culturels pour que ce genre qui est au fond, qui a une vocation, je dirais, démocratique essentielle, c'est-à-dire c'est vraiment c'est une forme artistique qui est accessible à tous, réellement. Hein. Il n'y a pas de... Et je pense que empêcher l'accès à des téléspectateurs à des films dits difficiles, c'est un contresens absolu, parce que on voit bien dans les expériences qu'on peut faire, parce qu'on organise beaucoup de... notamment maintenant, il y a une association qui s'appelle Punk chez l'habitant et qui crée des moments de projection chez des habitants, ici et là, en famille, ils invitent leurs amis et avec des possibilités d'échange avec les réalisateurs. On voit bien qu'il n'y a pas d'entrave aux questions que les gens se posent et à leur capacité d'accueil de formes jugées par l'institution trop difficile pour eux. Voilà. Alors justement, ça rejoint une question que j'allais te poser. Quelle est la place du documentaire d'auteur dans les grilles télévisuelles aujourd'hui? Et comment est-ce que le documentaire d'auteur, vous essayez de le faire, mais comment est-ce qu'il va à la rencontre de son public? Alors, tu as parlé de Tenk, bien évidemment, qui est une plateforme en France, en tous les cas, dédiée au documentaire d'auteur. Mais voilà, quel est aujourd'hui l'espace pour le documentaire d'auteur et la rencontre possible avec le public le plus large possible? C'est une vraie question. Alors, je dirais que pour l'instant, essentiellement, les festivals jouent pour l'essentiel dans cette diffusion et dans cette rencontre, en sachant que évidemment, elle est limitée aux personnes qui viennent dans les festivals, mais après, ça dépend. Certains festivals sont fréquentés par de non-spécialistes, hein, plusieurs d'entre eux dans le monde. Après, il y a évidemment la tentation de la part des producteurs d'essayer d'aller en salle de cinéma. Il y a de plus en plus de films documentaires qui sont à la fois produits, aidés pour pouvoir être distribués en salle. Mais malheureusement, c'est un peu une chimère, parce qu'il y a un prestige à dire que voilà, ce film va aller en salle, mais malheureusement, les lois du marché, une fois de plus, et de l'organisation de la distribution font que souvent, ces films ils vont en salle et puis ils restent une semaine et puis ils en ressortent. Donc il y a une véritable réflexion à mener autour de ça aujourd'hui. Il y a des groupes de travail qui se mettent en place, notamment avec le CNC, mais aussi interprofessionnels, pour essayer de voir comment on peut aider à la plus grande diffusion de ce genre. Mais je pense que, comme toujours, c'est une question politique, hein, c'est-à-dire qu'il faut une volonté politique pour que ce qui n'est pas évident d'un point de vue économique le devienne grâce à un soutien public, ou en tout cas grâce à une organisation professionnelle qui fait que on ne prête pas toujours aux plus riches. Les films... Ouais. Pardon. C'est une préoccupation et un combat actuel, bien évidemment.
Alors, il reste des films à la télévision, il y a des films, il y a encore des cases, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est très rare qu'on puisse accueillir des films un peu, voilà, qui ne rentrent pas, disons, dans le schéma préétabli par les chaînes. Il y en a, il y a par exemple la Lucarne sur Arte, mais je crois qu'elle achète 5 films par an. Donc, on est vraiment dans des... Et puis c'est une diffusion très tardive le soir. Il y a quelques exceptions, il y a quelques grands formats sur Arte. Je sais que le film, un des films que vous projetez au festival de Céline Rouzet, je crois, lui, par exemple, était aidé, qui a d'ailleurs été travaillé en résidence à Bruxelles, donc je suis très heureuse pour elle qu'elle soit chez vous. Il a eu une histoire de production tout à fait très très longue, très difficile, mais extrêmement valorisée. Mais néanmoins, alors je crois qu'il doit sortir, je ne sais pas s'il est sorti en salle, mais voilà, il va sortir en salle. Combien de temps va-t-il y rester et qui va voir malgré tout, je pense que les films qui passent à la télévision ont évidemment une audience encore plus importante qu'en salle de cinéma. Il est en tout cas accessible sur la plateforme du FIFO, là, pendant toute la durée du festival. Voilà, c'est 140 km à l'ouest du paradis de Céline Rouzet. Voilà. Et je crois que les festivals jouent un rôle essentiel, absolument essentiel dans ces diffusions, et que la question, par exemple, de l'exclusivité, il y a des festivals qui demandent l'exclusivité mondiale, voire interplanétaire. Je pense que dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, il faut peut-être réfléchir un peu autrement et se dire que les films doivent circuler entre festivals et que plus on sera nombreux à les montrer et mieux ce sera pour tout le monde, sans chercher à être le premier ou le deuxième. Enfin, c'est mon avis. Et puis ne pas hésiter à emmener les films aussi à la rencontre du public, à organiser des projections communautaires. Alors il y a bien sûr, et ça c'est un travail qui est fait par énormément d'associations tout au long de l'année, notamment en France, il y a Images en bibliothèque qui promeut le mois du documentaire, qui fait un travail extrêmement important auprès d'associations, de lieux qui ne sont pas dédiés à l'origine à la diffusion de ces films-là, mais ça demande un travail énorme, mais ça existe, et nous, on fait ce travail-là aussi au sein d'Ardèche Images à travers un dispositif qui s'appelle Étoile du Doc, et sur le territoire, disons, régional, on voit bien comment, je dirais, comment les gens qui sont venus une fois, ils reviennent. Donc, c'est un long travail de pédagogie et de rencontre qui porte ses fruits. On en sait quelque chose au FIFO, puisqu'on en sait quelque chose au FIFO, puisqu'on va dans les îles où il n'y a pas de cinéma avec les films du FIFO, et c'est un rendez-vous qui est toujours heureux, attendu, avec de jolis partages. On ne peut pas se passer de la rencontre, hein. Je crois, le Covid nous a imposé beaucoup de mise à distance. Je crois qu'il faut réinventer absolument les occasions de rencontre entre les personnes qui voient les films et ceux qui les font, et ceux qui les pensent, et ceux qui les partagent. J'aurais presque aimé finir sur cette phrase très belle, mais j'ai encore une question. Sur ces films, ces films de création qui nous invitent à penser, à changer notre regard sur le monde aussi. Quel est selon toi le pouvoir du documentaire ? Alors, je vais te répondre par une citation. Je pense qu'il y a des gens qui disent ça mieux que moi. Et justement, c'est un extrait de manifeste qui avait été lancé au moment de la création de Tunk. Et alors, voilà ce que dit, je pense, Jean-Marie à ce moment-là, mais en tout cas, parce que changer le monde est une tâche bien démesurée, le documentaire d'auteur se donne celle, plus modeste, de changer notre regard sur le monde. Ces fragments de vie, d'humanité et de poésie sont autant d'actes d'apprentissage sur nous, sur nos conditions de vie, sur notre rapport aux autres.
Le documentaire d'auteur fait appel à la curiosité de tous. C'est à ce titre que nous vous invitons à prendre part à l'aventure de Coco. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est cette idée que si on ne peut pas effectivement changer le monde, on peut tenter de changer notre regard. Et que c'est véritablement, tu me posais la question tout à l'heure sur l'enseignement à l'USAS, je dirais que c'est ça. Comment est-ce qu'on renouvelle notre regard? Comment est-ce qu'on ne se satisfait pas du cliché qui parfois est important, avec lequel il faut qu'on travaille, mais dont on doit se détacher. Comment est-ce qu'on arrête d'avoir un regard convenu sur le monde? Et je crois que c'est ça le rôle du documentaire aujourd'hui, et que c'est éminemment important, éminemment politique au sens, encore une fois, très très large du terme, parce que on peut pas se contenter on ne peut pas se contenter de ce qu'on nous impose aujourd'hui comme vision du monde, parce qu'on voit bien que le monde ne le supporte plus. Ouais. Eh bien, on va finir sur cette jolie citation et sur cette invitation à avoir un regard neuf sur les choses, un regard ouvert, grand ouvert, et un regard qui accueille aussi les images Voilà. qu'on nous offre. Merci Et beaucoup. de ne pas avoir peur. Et de ne pas vous avoir peur. De ce qu'on ne connaît pas. C'est vrai. Merci beaucoup Chantal, merci pour ce partage et ces quelques pistes qui vont nous amener, nous offrir à penser aussi également. On espère t'accueillir à nouveau au FIFO bientôt. Avec un immense plaisir. Merci beaucoup à vous et bravo pour ce que vous faites si loin et si près de nous. Et bon courage à vous également et tenez bon. Et on pense, on est avec vous de tout cœur et en pensée également, toute la communauté et toute la famille de l'USAS. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.